Je m'appelle Amélie B. Lefebvre et j'ai 29 ans. Je pensais avoir une vie bien tracée, ce qui est probablement la première erreur que font les gens avant que la vie ne décide de les humilier d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. J'avais un bon poste de développeuse en informatique, un groupe d'amis solides et un petit ami avec qui j'étais depuis 3 ans. Il s'appelait Nicolas. Nous nous étions rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun, le genre de soirée dans un appartement parisien bondé où tout le monde fait semblant de connaître la playlist, mais où personne ne sait où est passé le décapsuleur. Nicolas m'a fait rire en moins de 10 minutes. À la fin de la soirée, il avait mon numéro. 6 mois plus tard, nous parlions de nous installer ensemble. Il était énergique, spontané, le genre d'homme capable de transformer un mardi banal en un moment inoubliable. J'étais plus réservé, plus analytique. Le genre de femme qui lit les avis sur Internet avant d'acheter un grille-pain et qui garde des chargeurs de rechange dans 3 tiroirs différents. Nous nous complétions parfaitement. Du moins, c'est l'histoire que je me racontais. Ma meilleure amie depuis la fac s'appelait Camille. Nous avions tout traversé ensemble, les examens ratés, les pires colocataires, sa terrible rupture en 2e année de licence, l'enterrement de mon père. Elle était cette amie capable de débarquer à 2 heures du matin avec des plats à emporter sans poser la moindre question, quand le chagrin rendait les mots impossibles. Quand la relation entre Nicolas et moi est devenue sérieuse, Camille semblait sincèrement heureuse pour moi. Nous sommes devenus un trio inséparable. Soirée jeux de société, week-end en province, dîner entre amis, dimanche paresseux avec trop de café et pas assez de chaises. Tout semblait parfait. C'est ce qui m'effraie aujourd'hui, la perfection avec laquelle la trahison peut se déguiser avant de se révéler. Environ 8 mois avant que tout ne s'effondre, j'ai commencé à remarquer de petits détails. Nicolas recevait des messages tard le soir, et son visage s'illuminait d'une manière qu'il n'avait plus quand je lui écrivais. Camille a commencé à s'apprêter davantage dès qu'elle savait que Nicolas serait là, prétendant qu'elle voulait simplement se sentir belle après une semaine de travail stressante. Elle riait plus fort à ses blagues. Il se souvenait de détails de ses histoires qu'il oubliait des miennes. Parfois, lorsqu'ils discutaient, elle lui touchait le bras comme si elle pressait un secret contre sa peau. Je me disais que je devenais paranoïaque. Camille était ma meilleure amie. Nicolas m'aimait. Ce n'était que mon insécurité qui jouait au détective. Puis, un jeudi soir, je suis rentré du travail plus tôt que prévu. J'avais oublié mon ordinateur portable et j'en avais besoin pour une réunion client le lendemain matin. Je n'essayais de piéger personne. Je n'étais pas méfiante ce jour-là. J'étais juste agacé, fatigué, et je calculais déjà mentalement le temps que j'avais perdu dans les embouteillages du périph'. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement sans faire de bruit, une vieille habitude de mes années de colocation, et je suis entré. C'est là que j'ai entendu des voix venant de la chambre. Le rire de Nicolas d'abord, puis la voix de Camille, plus grave que d'habitude, disant quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Mon estomac s'est noué avant même que mon cerveau ne comprenne. J'ai avancé lentement dans le couloir. La porte de la chambre était entr'ouverte. Ils étaient sur mon lit. Des vêtements éparpillés sur le sol. Les cheveux de Camille tombaient sur le torse de Nicolas. La main de Nicolas était sur sa taille. La pièce sentait son eau de toilette à lui et le parfum de Camille. Et quelque chose en moi s'est éteint si vite que j'ai eu l'impression d'une coupure de courant. Il ne m'avait pas entendu entrer. Je suis resté là peut-être 5 secondes. Ça m'a paru durer 1 heure. Puis j'ai dit « Eh ». Ils se sont écartés brusquement comme si je leur avais jeté de l'eau glacée. Camille a eu le souffle coupé et a attrapé le drap. Nicolas s'est redressé en catastrophe, le visage livide. « Qu'est-ce que tu fous là » a-t-il crié. La question était tellement absurde que j'ai failli rire. « J'habite ici. Tu devais être au travail. » J'ai oublié mon ordinateur portable. Ma propre voix me semblait étrange. Calme, plate, comme si elle appartenait à quelqu'un qui se tenait à l'extérieur de mon corps pour prendre des notes. Camille a cherché son jean avec des mains tremblantes. Amélie, écoute, ce n'est pas, ne dis rien, les jeux coupés. Ne dis absolument rien. La panique de Nicolas s'est rapidement transformée. Je l'ai vu se produire. La honte devenant de la colère, car la colère était un masque plus facile à porter pour lui. Tu sais quoi, a-t-il lancé en s'enroulant dans le drap, se tenant debout comme s'il était la victime. C'est ma vie. Je fais ce que je veux.
Je l'ai dévisagé. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, je suis désolé. C'était une erreur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il a choisi de dire ça. Très bien, ai-je répondu. Il a cligné des yeux. Très bien. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Nicolas? Tu viens de me dire que tu faisais ce que tu voulais. Alors fais-le. Je ne t'en empêche pas. Camille pleurait maintenant, mais doucement, comme si elle voulait qu'on reconnaisse sa souffrance sans pour autant interrompre la scène qu'elle avait contribué à créer. Je ferais mieux d'y aller, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit. Tu ferais mieux. Elle a attrapé ses affaires et est passée devant moi en courant, sans lever les yeux. Une minute plus tard, la porte d'entrée claquait. Nicolas était toujours debout dans ma chambre, respirant fort, sa défiance commençant déjà à se fissurer. Il faut qu'on en parle, a-t-il dit. Non, pas du tout. Fais tes valises. Tu as jusqu'à demain. Tu me quittes pour ça? La question m'a sincèrement déconcerté. À quoi t'attendais-tu? Les gens font des erreurs. Les couples traversent des passes difficiles. Ce n'est pas une passe difficile, ai-je répondu. C'est toi qui couches avec ma meilleure amie dans notre lit. Je suis allé dans le salon, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon grand frère, à l'autre bout de la ville. Il a ouvert la porte, a vu mon visage et n'a rien dit. Il m'a juste tendu une bière et a montré du doigt la chambre d'amis. Nicolas m'a envoyé 47 messages cette nuit-là. Camille a appelé 6 fois. J'ai bloqué leur numéro avant minuit. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi dans un endroit qu'il n'avait jamais touché. Les mois qui ont suivi ont été flous, mais pas de la manière dont on le décrit dans les films dramatiques. Il n'y a pas eu de pluie battante contre la vitre, pas de miroir brisé, pas de scène où je m'effondrais sur le carrelage de la salle de bain en hurlant jusqu'à en perdre la voix. Il y a surtout eu des cartons, des baux à signer, des mots de passe à changer, et des matins silencieux où je me réveillais en cherchant une vie qui n'existait plus, avant de me rappeler exactement pourquoi elle avait disparu. Je me suis installé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le robinet de la cuisine fuyait à moins que je ne le tourne d'une façon très précise, et la fenêtre de la chambre donnait sur un mur de briques. Mais c'était chez moi. Plus de Nicolas. Plus de Camille recroquevillée sur mon canapé, prétendant que la loyauté avait un jour signifié quelque chose. Plus de photos de nous me dévisageant depuis les étagères comme les pièces à conviction d'un procès que j'avais déjà gagné en partant. Nos amis communs m'ont contacté avec gêne. Que s'est-il passé, demandaient-ils, comme s'ils avaient peur que la réponse ne les oblige à choisir un camp. Je leur ai exposé les faits basiques. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Nicolas avec Camille dans mon lit. Certains ont arrêté de me parler. D'autres ont arrêté de leur parler. La plupart ont essayé de rester neutres, ce qui est une façon polie de dire que la trahison les mettait mal à l'aise et que ma douleur était gênante pour nos dîners de groupe. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail. J'ai pris des projets supplémentaires. J'ai commencé à aller à la salle de sport à 5 heures du matin parce que le sommeil était devenu capricieux, et que j'avais besoin d'un endroit où évacuer ma colère avant le lever du soleil. Mon frère prenait constamment de mes nouvelles. Il m'apportait des courses, m'envoyait des mèmes stupides et faisait semblant de ne rien remarquer quand je pleurais sur le siège passager de sa voiture devant le magasin de bricolage. Pendant près de 6 mois, je n'ai eu aucune nouvelle directe de Nicolas ou Camille. Puis une connaissance commune l'a mentionné au détour d'un café, avec la même désinvolture que si on parlait de la pluie et du beau temps. Ils sortent ensemble maintenant. Officiellement. J'ai attendu que la douleur me frappe. Elle n'est pas venue. Il y avait peut-être une pointe d'amertume. Un amusement distant et laid. Mais surtout, j'ai pensé, bien sûr que oui. Certaines personnes confondent une trahison partagée avec le destin, car c'est plus flatteur que d'admettre qu'ils se tiennent juste ensemble au milieu des ruines. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous vers le 8e mois. Rien de sérieux. Un café avec un prof qui parlait trop de son chien. Un dîner avec un comptable gentil mais qui croquait ses glaçons. Une promenade au jardin botanique avec un homme qui a prononcé l'expression « mincé d'entrepreneur » 6 fois en 20 minutes. Rien de tout cela n'a abouti, mais ce n'était pas le but. L'important était de me rappeler que toutes les mains qui se tendaient vers la mienne ne tenaient pas forcément un couteau. J'ai aussi voyagé. Des petits séjours au début.
Un week-end sur la côte bretonne, puis l'Islande, le Portugal, où j'ai appris à très mal surfer et où j'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. La Nouvelle-Zélande, où j'ai fait des randonnées jusqu'à en avoir les jambes tremblantes, debout sous un ciel si rempli d'étoiles qu'il rendait la trahison dérisoire. J'allais bien. Mieux que bien, même. Puis, 1 an et 2 semaines après les avoir surpris, une enveloppe couleur crème est arrivée dans ma boîte aux lettres. Monsieur Nicolas Dubois et mademoiselle Camille Laurent vous prient de bien vouloir assister à leur mariage. Je suis resté planté dans ma cuisine, tenant l'invitation, fixant l'écriture élégante, essayant de comprendre quel genre de personne envoie un faire-part de mariage à la femme dont ils ont contribué à détruire la vie. Était-ce de la culpabilité? Un rameau d'olivier? De la cruauté déguisée en politesse? Mon frère avait une théorie plus simple. Il cherche une validation, a-t-il dit quand je lui ai montré. Ils veulent que tu viennes et que tu aies l'air d'aller bien, pour qu'ils puissent arrêter de se sentir comme les méchants de l'histoire. Ou alors, ils partent du principe que tu ne viendras pas. Peut-être. Il a pris une gorgée de café. Tu penses y aller? Non. Et ce n'était pas le cas. Pas à ce moment-là. J'ai jeté l'invitation dans un tiroir et j'ai essayé de l'oublier. Mais au cours des 2 semaines suivantes, j'ai commencé à la percevoir non plus comme une invitation, mais comme une porte laissée ouverte dans une maison dont je m'étais déjà échappé. Peut-être étais-je curieuse. Peut-être voulais-je la preuve que j'avais vraiment tourné la page. Peut-être qu'une partie de moi voulait voir s'il pourrait me regarder dans les yeux. Alors, j'ai répondu présent. Le mariage se déroulait dans un magnifique domaine viticole à 1 heure de la ville. J'y suis allé seul, un samedi après-midi, vêtu d'une robe vert émeraude et de petits talons, avec l'impression d'assister aux funérailles de la femme que j'avais été. Les lieux étaient superbes, de cette manière sophistiquée et coûteuse qui donne à toute une apparence plus douce que la réalité. Des rangées de chaises blanches faisaient face à une arche en bois ornée de fleurs. Les invités déambulaient avec des coupes de champagne, riant sous le soleil de fin d'après-midi. Quelques personnes m'ont reconnu. L'expression sur leur visage valait presque le trajet. Une femme de notre ancien groupe de soirée-jeu a failli faire tomber son verre. Un autre homme a hoché la tête beaucoup trop vite avant de détourner le regard. Je me suis assise vers le fond et j'ai croisé les mains sur mes genoux. La cérémonie a commencé un quart d'heure plus tard. Nicolas se tenait devant l'autel, l'air nerveux. Camille est apparue au bout de l'allée dans une robe en dentelle, magnifique et pâle. Pendant un instant, j'ai cherché à ressentir quelque chose de vif. De la haine, du chagrin, de la jalousie. Rien n'est venu. Ils ont échangé leurs vœux. Les mots habituels sur l'amour, la loyauté, le pardon, l'éternité. L'ironie était assise là avec nous, comme un invité indésirable. Puis l'officiant a déclaré « Vous pouvez embrasser la mariée ». Nicolas s'est penché. Camille lui a rendu son baiser. Tout le monde a applaudi. C'est à ce moment-là que Nicolas s'est reculé, a regardé la foule, et m'a vu. Son visage est devenu d'une blancheur cadavérique. Les applaudissements se sont tus de manière inégale, comme si les gens sentaient que quelque chose avait basculé sans savoir encore où regarder. Camille a suivi son regard. Quand elle m'a vu, sa bouche s'est pincée. Non pas de culpabilité, mais de peur. Nicolas lui a murmuré quelque chose. Elle a secoué la tête. Il a répété, de façon plus urgente. L'officiant a tenté de les guider pour redescendre l'allée, mais Nicolas restait figé. Puis, il s'est écarté de Camille et a marché droit vers moi. Le silence est tombé sur toute la salle. Il s'est arrêté à 1 mètre de ma chaise, toujours dans son costume de mariée, les yeux brillants, les mains tremblantes. « Il faut que je te parle », a-t-il dit. Je me suis levé lentement. « Nicolas, tu devrais te concentrer sur ton mariage. » J'ai fait une erreur, a-t-il lâché, la voix brisée. La plus grande erreur de ma vie. Des chuchotements ont parcouru l'assemblée. Quelqu'un était définitivement en train de filmer avec son téléphone. Camille a couru vers lui, son bouquet tremblant entre ses mains. « Nicolas, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne l'a pas regardé. « Je ne peux pas faire ça », a-t-il dit. « Je ne peux pas t'épouser. » Les murmures se sont transformés en exclamations de stupeur. Camille avait l'air d'avoir reçu une gifle. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Nicolas pleurait maintenant, de vraies larmes,
de celle que j'avais crue autrefois synonyme de sincérité. Je n'ai jamais cessé d'aimer Amélie. Je pensais qu'en m'engageant avec toi, j'arrêterais de penser à elle, mais je n'y arrive pas. Tous les jours je te compare à elle. Tous les jours je regrette d'avoir tout gâché. Le visage de Camille s'est décomposé. Pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Tu avais dit que tu m'aimais, a-t-elle murmuré. Je me mentais à moi-même, a répondu Nicolas. Puis il s'est retourné vers moi et a tendu la main vers mon bras. Je t'en prie. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. J'ai regardé sa main sur mon bras. J'ai regardé Camille derrière lui, dévastée par le même genre de trahison qu'elle avait elle-même aidé à commettre. J'ai regardé la centaine d'invités observer le karma faire son œuvre en tenue de soirée. Puis, j'ai repoussé doucement sa main. Non. Son visage s'est froissé. Amélie, je t'en prie. Tu as fait ton choix il y a un an, ai-je dit. Tu l'as refait quand tu m'as envoyé cette invitation. Je ne suis pas venu ici pour me remettre avec toi. Je suis venu parce que j'avais besoin de savoir si je t'avais oublié. Et c'est le cas, a-t-il murmuré. Oui. Il a secoué la tête. Tu mens. Non. Je ne ressens plus rien pour toi. Ni amour, ni colère, pas même de la satisfaction en regardant cette scène. Tu n'es plus qu'une personne que j'ai connue autrefois. Cela l'a blessé bien plus que si je lui avais hurlé dessus. Camille a reculé comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé, alors. Vraiment regardé. Ma meilleure amie de la fac, celle qui avait été mon contact d'urgence, la femme qui avait pleuré à l'enterrement de mon père, pour ensuite coucher avec mon mec dans mon lit. Maintenant, tu sais ce que ça fait, lui ai-je dit calmement. Nicolas s'est caché le visage dans les mains. Camille a tourné les talons et s'est dirigée vers la sortie, sa robe traînant dans l'herbe. Nicolas l'a suivi après quelques secondes. Pas comme un jeune marié, pas comme un homme amoureux, mais comme quelqu'un qui regarde chacun de ses mensonges arriver au même terminus. Le domaine est resté silencieux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis tout le monde s'est mis à parler en même temps. J'ai pris mon sac à main et je suis parti. Quelques personnes ont essayé de m'arrêter, me demandant si j'allais bien, ce qui s'était passé, si j'avais besoin de quelque chose. J'ai continué à marcher vers ma voiture. Sur le trajet du retour, je m'attendais à trembler. Je m'attendais à pleurer. Au lieu de cela, je me suis arrêté pour prendre une pizza. Une semaine plus tard, Nicolas m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu. Elle a complètement annulé le mariage. Je déménage à Lyon pour le travail. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je n'attends pas ton pardon. Je voulais juste que tu le saches. Je l'ai supprimé sans répondre. Camille a essayé de me contacter via des amis communs. J'ai fait savoir très clairement que je n'avais aucune envie de lui parler. Mon frère m'a demandé si je regrettais d'y être allé. Non, lui ai-je dit. J'avais besoin de le voir. Et tu as vraiment tourné la page? Ouais, ai-je répondu. Vraiment. 3 mois après ce mariage qui n'a jamais eu lieu, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Antoine. C'est un graphiste, drôle, vif et honnête, d'une manière qui ne semble jamais calculée. Nous avons pris notre temps. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté toute l'histoire, m'attendant à le voir fuir vers la sortie la plus proche. Au lieu de cela, il a dit, au moins, je sais que tu ne me reprendras pas si je fais une connerie de cette envergure. Nous avons éclaté de rire tous les deux. 1 an plus tard, j'ai appris que Camille s'était fiancée avec quelqu'un que personne de notre entourage ne connaissait. J'espérais, sincèrement, qu'elle avait mis de l'ordre dans sa vie. Nicolas a bien déménagé à Lyon. Nous ne nous sommes plus jamais reparlés. Et moi? Je vais mieux que je ne l'aurais jamais espéré. J'ai appris que partir ne signifie pas qu'on est faible. Parfois, cela signifie simplement qu'on s'estime assez pour comprendre que tout ce qui est brisé ne mérite pas d'être réparé. Ce moment dans le domaine viticole, quand Nicolas m'a supplié de le reprendre, on m'a souvent demandé plus tard si j'avais ressenti de la joie à le rejeter. Non. J'ai ressenti un achèvement. Comme le fait de fermer une porte qui aurait dû être verrouillée depuis bien longtemps.
Je ne pense plus beaucoup à lui aujourd'hui. Quand cela arrive, cela me semble lointain, comme le souvenir d'un mauvais rêve qui vous avait un jour convaincu qu'il était réel. Antoine et moi parlons d'emménager ensemble. Je suis prudente, mais optimiste. Je ne suis plus naïve, et ce n'est peut-être pas une tragédie. C'est peut-être simplement à cela que ressemble le respect de soi après avoir survécu à un tel choc. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Celle-ci m'a coûté une relation amoureuse et une amitié. Mais ce que j'y ai gagné, c'est de la clarté, de l'amour-propre, et la certitude que je peux survivre à une trahison sans devenir amer au point de confondre la vengeance avec la guérison. Cela vaut bien plus que toutes les excuses que Nicolas ou Camille auraient pu me présenter.